Rachel Beaujolin. Bonjour Jean-Philippe Denis. Rachel Beaujolin, professeure de management des relations humaines. J'aime beaucoup ce terme que je crois n'est pas sur le site web, mais c'est tellement joli, relations humaines quand même. À Neoma Business School, autrice dans la revue française de gestion, d'un point de vue, accompagner la conciliation travail-cancer, un enjeu épistémologique et méthodologique pour les sciences de gestion. Papier qui va droit au cœur, voilà, qui touche droit au cœur, parce que vous évoquez votre propre situation, c'est-à-dire que vous étiez en situation de recherche sur la question de la prise en charge et justement de la gestion du cancer en situation de travail, et d'un coup d'un seul, vous vous retrouvez vous-même à devenir patiente, puisque vous êtes vous-même atteinte d'un cancer. L'enjeu épistémologique, il est clair, c'est une épistémologie du travail avec un acteur au travail, un individu, je ne sais pas comment dire, un humain au travail, qui est toujours en devenir. Et là, on redécouvre toute cette incertitude et qu'on est loin des grands postulats théoriques qui parfois nous font un peu de mal. Et puis, il y a des enjeux méthodologiques. Et alors, dans ces enjeux méthodologiques, moi, j'ai beaucoup aimé cette affaire de journal de bord. Donc, comment on pratique une auto-ethnographie? Beaucoup, aujourd'hui, de doctorants envisagent de faire une auto-ethnographie, etc. Comment vous l'avez vécu? Et voilà, quels enseignements méthodologiques on peut tirer de votre propre réflexion? Alors oui, comme vous l'avez dit, cette histoire c'était quand même un peu une mise en abîme. J'avais en tête les entretiens, les dialogues qui avaient été construits avec des femmes atteintes d'un cancer du sein, puisque je travaillais dessus depuis quelque temps avec Pascal Levet. Et quand je suis tombée malade, j'étais en boucle, et je le suis toujours, sur « j'avais pas compris ». J'avais pas compris ce réel-là, ce vécu-là, la variabilité de la capacité productive, l'incertitude. Voilà, j'étais en boucle là-dessus. Des capacités cognitives qui se transforment, etc. Le fait qu'on ne se reconnaît pas, l'énorme fatigue. Vous voyez, quand c'était écrit dans les entretiens, cette fatigue-là, j'avais pas compris. D'ailleurs, il faudrait changer le mot, c'est pas juste de la fatigue, quoi. C'est un gouffre de fatigue. Bref, voilà, il y avait ça. J'avais des conversations avec mes collègues, avec des amis, etc. Et je me rendais compte à quel point ces conversations venaient en soutien de mon parcours de soins. Et à un moment, j'avais pratiqué l'ethnographie organisationnelle en tant qu'enseignant-chercheur. Et à un moment, je me suis bien évidemment rappelé de tous les travaux sur l'auto-ethnographie. J'ai repensé par exemple à un ouvrage qui avait été fondateur quand j'ai fait ma thèse pour moi, qui est l'ouvrage de Les mots, la mort, l'essor de Jeanne Favrea-Saada sur les questions de classe, la sorcellerie. Et donc, j'ai commencé à écrire un journal de bord. Alors déjà, en fait, voilà, pour essayer d'un peu de mettre à distance tout ce qui se passait. Mais ce qui m'intéressait dans ce journal de bord, c'était de rendre compte des situations et des situations de travail. C'est ça qui, depuis le départ, m'avait intéressée. Et donc, je l'ai tenu, mais de façon flottante, de façon irrégulière. C'est venu m'occuper, notamment quand j'étais dans les salles d'attente de médecins à attendre, avec un peu d'anxiété, etc. Voilà, donc j'ai commencé à écrire et à mettre en discussion, au fur et à mesure, avec d'autres, ce que j'écrivais des situations. J'ai reparlé de ces situations avec mes managers, avec mes collègues, avec des complices chercheurs en sciences de gestion ou en sociologie avec lesquels j'ai toujours aimé travailler, avec des auteurs. J'ai mis en dialogue aussi voilà, avec des auteurs, des concepts qui m'avaient toujours parlé. Et c'est ça qui a conduit l'écriture. Pour des raisons aussi, alors c'est du détail, mais pendant les traitements, j'ai les yeux qui ont été pas mal atteints, je ne pouvais pas travailler sur écran, voilà. Donc je me suis remise à écrire à la main. Et ce geste de l'écriture m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Donc voilà, j'ai écrit. Et puis j'ai mis en dialogue avec les protagonistes de la situation et avec des auteurs comme je l'ai dit. Et puis petit à petit, parce que j'ai eu cet accompagnement un peu maïeutique dans les conversations,
ce qui m'est venu, c'est, mais en fait, c'est vraiment une question de sciences de gestion. Et moi qui, en tant qu'enseignant-chercheur en sciences de gestion, ai toujours essayé de veiller à développer des formes d'apprentissage expérientiel, d'apprentissage organisationnel, d'apprentissage collectif, à travailler avec mes étudiants à partir de leur vécu, de leur expérience, ce qui m'est revenu, c'est oui, l'enjeu de l'accompagnement dans la réflexivité. C'est ce que certains appellent cette ingénierie de la réflexivité. Mais qu'il s'agissait là de m'appliquer à moi-même, tandis qu'auparavant, finalement, c'était la posture de l'enseignant qui accompagne les étudiants là-dedans. Et j'ai mobilisé en fait un peu mon écosystème professionnel et personnel pour venir en soutien de ce travail de réflexivité. Et qui ensuite donne lieu à l'écriture d'un article sur lequel clairement l'invitation de la Revue française de gestion à exprimer ce point de vue a été pour moi un vrai coup de pouce, parce que j'aurais peut-être pas osé sinon l'écrire comme ça. Mais finalement, on voit, ce qui m'a conduit, c'est de se dire qu'il y a un phénomène social massif, travailler avec après un cancer, qui à un moment devient un phénomène intime et qui n'en reste pas de moins un phénomène social majeur, avec des enjeux méthodologiques dont je pense qu'en sciences de gestion, on a de quoi les déployer autour de l'animation de formes d'apprentissage expérientiel qui associent ceux qui ont vécu. Alors moi, ça devient mes pairs, PAIRS, et qui eux aussi ont joué un rôle essentiel dans ma trajectoire d'élaboration, en fait, et de transformation. Donc, comment on rencontre des situations du réel, l'écriture là du carnet de bord, comment on trouve différentes occasions, modalités d'avoir cette sorte de gymnastique de la réflexivité, du questionnement, des mini-déstabilisations. Et puis, comment on trouve aussi des façons de reconceptualiser, dans le dialogue par exemple avec des auteurs, d'expérimenter et peut-être, chemin faisant, de se transformer. Ça, c'est vrai pour moi, j'en suis sûre, mais je pense que c'est aussi se transformer collectivement. Un papier exemplaire dont on n'a pas fini d'entendre parler, qui, je l'espère, suscitera beaucoup de débats, de discussions, parce qu'en vous écoutant, je me disais finalement, le stade ultime de ce journal de bord, c'est le papier. C'est-à-dire l'accompagnement dans le papier, sa production, ça interroge toutes les modalités d'évaluation quand même de la recherche. Aujourd'hui, avec des pairs qui doivent être absolument en double aveugle, ne rien savoir, ne pas être en conflit ou en communauté d'intérêts avec l'auteur, etc. On est à l'inverse de tout ça et on mesure que si on respectait ça, c'est-à-dire tous ces bons vieux principes, ce papier-là, il n'existerait pas, tout simplement. Donc de sacrées interrogations en creux que vous posez, et puis une référence au pragmatisme de Dewey, évidemment, à méditer. Merci à vous, Rachel. Merci beaucoup.